Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing, numéro 172. Voilà, nous sommes là donc une troïka, la troïka des braves, on va dire. Pavel n'a pas pu venir, il est en rendez-vous. Mais on va avoir une actualité assez chargée aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec Igor, avec une actualité brûlante qui est celle des événements de Gaza et plus largement d'Israël, et avec les impacts, bien entendu, sur la Russie au sens large. Et donc, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de vous présenter une analyse des conséquences et des enjeux pour la Russie de ce qui se passe depuis quelques jours au Proche-Orient. Alors peut-être commencer d'abord par tout le bilan, enfin là où on en est je dirais au moment où nous parlons, hein, un bilan humain qui est déjà excessivement lourd puisque il y aurait côté israélien déjà près de 1300 morts et 3700 blessés. Et côté palestinien, depuis que les Israéliens ont déclenché des opérations de représailles, 1200 morts enfin même 1400, j'ai lu tout à l'heure 1400 morts et près de 5600 blessés. Alors la question, c'est de savoir quelles pourraient être les conséquences de cette flambée de violence pour la Russie, comment tout ceci est vu depuis Moscou et est-ce qu'il y aurait pour la Russie des dividendes géopolitiques, d'ordre géopolitique, à retirer de cette énième crise au Proche-Orient? Alors, d'abord, les réactions officielles. Les réactions officielles, on pourrait les qualifier d'une manière générale, les réactions officielles côté russe, hein, on pourrait les qualifier de manière générale d'assez équilibrées. J'ai constaté beaucoup de retenue dans les positions prises par les uns et par les autres, que ce soit du côté du Kremlin ou du côté du ministère des Affaires étrangères. En gros, les positions consistent à dire, un, il faut conclure un cessez-le-feu le plus rapidement possible, assez classique, et deux, les autorités russes mettent en garde contre toute extension régionale du conflit. Vladimir Poutine, qui était interrogé à qui on a demandé une réaction face à ce qui se passait en début de semaine, a expliqué que tout de suite mis en cause les États-Unis, a expliqué que finalement ce qui se passait aujourd'hui au Proche-Orient était une manifestation concrète de l'effondrement de la politique américaine dans la région, hein, ce sont les termes qu'il a employés, un effondrement de la politique américaine. Et il a précisé un petit peu sa pensée en quelque sorte lors de la séance inaugurale de la semaine russe de l'énergie, le lendemain, on lui a posé la question sur ce qui se passait, expliqué que finalement les Américains en occupant cette position qui est qualifiée de monopolistique sur le règlement du conflit, et en étant juge et partie, ont complètement paralysé le règlement de ce dossier israélo-palestinien depuis des décennies, et que finalement ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de cette paralysie. Je relève que à ce jour, le président russe n'a pas eu d'entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que on sait que les deux hommes entretiennent ce qu'en général on qualifie de bonnes relations. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater lors des précédentes mandatures de Benjamin Netanyahou, mais jusqu'à présent, aucun coup de fil entre les deux hommes pour évoquer donc la situation. Du côté du ministère des Affaires étrangères, alors il y a eu un hasard du calendrier. Il se trouve que le secrétaire de la Ligue arabe était à Moscou lundi, alors pour toute autre chose. La visite était prévue depuis longtemps et par conséquent, ils ont pu s'entretenir avec Sergei Lavrov de ce qui se passe au Proche-Orient. Les deux hommes ont appelé d'une seule voix à un cessez-le-feu immédiat. Et de son côté, l'envoyé spécial russe pour le Moyen-Orient, M. Mikhail Bogdanov, qui est envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et qui est également vice-ministre des Affaires étrangères, a rappelé que la Russie était en contact avec toutes les parties, et y compris avec des États arabes de la région. Alors, il y a quand même une voix au ministère des Affaires étrangères qui s'est un petit peu démarquée, en quelque sorte, c'est celle de l'ambassadeur de Russie en Israël, M. Anatoly Viktorov, qui se montre particulièrement actif pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que il y a de nombreux disparus et voire tués russes ou binationaux russes israéliens dans le bilan que j'ai cité un peu plus haut. D'ailleurs, le diplomate a mis, je crois pas plus tard qu'hier, en garde contre le bilan humain provisoire qui est fait concernant les Russes israéliens, donc les binationaux, puisque les chiffres qui circulent on parle de 4 tués et de 6 disparus, mais il a déjà mis en garde en expliquant que ce bilan risquait d'être beaucoup plus lourd dans les heures qui viennent. Et à cet égard, je rappelle le chiffre que j'ai donné la semaine dernière sur les naturalisés.
israéliens. L'année dernière, 33 000 citoyens russes ont reçu un passeport israélien, donc en 2022. Et on sait que ces 33 000 vont se rajouter déjà aux dizaines de milliers, voire centaines de milliers de binationaux russo-israéliens qui sont établis donc dans l'État hébreu depuis 1991 à la faveur de différentes vagues d'immigration. Par conséquent, il y a un sujet évidemment pour la diplomatie russe et pour la Russie, ne serait-ce qu'à l'égard de ses ressortissants binationaux, dont certains d'entre eux ont manifestement déjà demandé à être évacués, à quitter Israël. Alors pour l'instant, on parle de quelques centaines de personnes, mais évidemment que les autorités russes sur place, enfin l'ambassade de Russie en Israël, travaillent sur l'éventuelle donc évacuation des personnes qui souhaiteraient quitter l'État hébreu suite à ces violences. Ce qui amène un autre sujet que Arnaud évoquera certainement, qui est celui des relocalisés ou du retour des relocalisés, hein, ceux qui ont décidé de quitter la Russie au lendemain du 24 février 2022, hein, pour différentes raisons et convictions, ils ont eu peur, etc. Et ceux qui ont décidé de la quitter ensuite, après la vague de mobilisation partielle, de peur d'être appelés dans l'armée. On sait que bon nombre d'entre eux font partie de ces 33 000 que j'ai évoqués, et que certains d'entre eux pourraient choisir de revenir. En tout cas, il y a déjà des personnes qui se sont manifestées. Bon. Alors, cet ambassadeur, donc M. Viktorov, a néanmoins s'exprimé hier dans le cadre d'une conférence entre experts sur la situation justement au Proche-Orient et dans son intervention qui était en ligne, hein, a condamné, je cite, le comportement du Hamas. Donc il y a quand même une condamnation qui a été exprimée par un diplomate russe et qui tranche, me semble-t-il, avec les positions qui ont été exprimées jusqu'à présent et qui sont, me semble-t-il, quand même très font dans la retenue depuis donc samedi. Alors le sentiment général qui se dégage, une fois de plus, c'est constatation, c'est assez empirique, hein, mais quand on écoute les déclarations des uns et des autres et qu'on lit un petit peu ces déclarations, on a quand même le sentiment que globalement, il y a une sympathie qui est témoignée par les responsables russes à l'égard des Palestiniens, mais pas à l'égard du Hamas, évidemment. Ce qui va évidemment frustrer les autorités israéliennes. Alors, je rappelle qu'Israël, dans un tout autre contexte, a résisté depuis le 24 février 2022 à très nombreuses pressions ukrainiennes et américaines pour fournir des armes à l'Ukraine. Les Israéliens fournissent du matériel dit non létal, du matériel humanitaire, bon, mais rien de comparable avec ce que peuvent faire évidemment les Américains, les Européens et autres. Néanmoins, il y a eu depuis le 24 février quand même des dossiers qui fâchent entre Russes et Israéliens, des déclarations de responsables israéliens sur ce qui se passe en Ukraine, etc. Et, disons-le, assez ouvertement, une sympathie qui était exprimée par les autorités israéliennes à l'égard des Ukrainiens. Donc on peut se demander si finalement, à travers cette retenue, la Russie n'essaie pas de régler un peu à peu de frais certains comptes qu'elle estime avoir avec les Israéliens sur des questions de positionnement à l'égard évidemment de deux crises qui n'ont rien à voir. Mais néanmoins, on peut en tout cas se poser cette question. Alors, cette retenue de la Russie, moi je l'explique, en tout cas je l'interprète surtout d'une autre manière, c'est qu'elle est, à mon sens, elle est à relier au positionnement traditionnel de la Russie sur le dossier israélo-palestinien. C'est-à-dire que la position de la Russie est la suivante. La Russie est pour une solution à deux États. Elle l'a clairement expliqué depuis longtemps. Elle a fait savoir qu'elle était prête à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël dès lors qu'il y aurait un État palestinien qui aurait pour capitale Jérusalem-Est. Tant qu'il n'y a pas cet État palestinien comme capitale Jérusalem-Est, pour la Russie, la capitale d'Israël et reste Tel Aviv. Donc une forme d'équidistance qu'elle a réussi à préserver au fil des années entre les deux parties et qui lui a permis, excusez-moi, de développer une capacité à discuter avec toutes les parties au conflit. Quand je dis toutes les parties au conflit, c'est évidemment côté palestinien, toutes les factions palestiniennes, Hamas y compris. Je rappelle que des représentants de ces différentes factions palestiniennes et du Hamas sont venus en Russie à quelques reprises, et ce qui fait de la Russie ce qui place la Russie en position quand même de médiation assez unique au sein du quartet international. Je rappelle le quartet international fondé en 2002, Russie, États-Unis, Union européenne, ONU, pour essayer de trouver une solution à ce conflit israélo-palestinien. Et évidemment, dans ce quartet, les Russes sont les seuls à pouvoir recevoir le Hamas, discuter officiellement avec et à entretenir des relations, comme je le disais, avec toutes les parties. Sauf que c'est de la théorie, puisqu'en pratique, la Russie n'est pas parvenue, par manque de moyens de persuasion probablement, à convaincre les Israéliens et les Palestiniens qu'il fallait signer un accord de paix.
Les autorités russes sont parfaitement conscientes de j'allais dire, de ce manque, hein, de ces limites de leur diplomatie, tant et si bien que, assez synthétiquement, depuis des années, l'effort de la diplomatie russe consiste à essayer de réussir une homogénéisation de la partie palestinienne, c'est-à-dire former une réconciliation intra-palestinienne. Et c'est dans cette optique-là que les factions palestiniennes se sont retrouvées au cours des dernières années régulièrement, une, deux fois par an, au moins à Moscou, pour essayer de trouver une position commune et ce qui permettrait ensuite de monter, j'allais dire, en puissance dans les négociations et d'arriver, non pas en ordre de bataille désorganisé, mais je dirais de manière en bloc face à Israël pour essayer de trouver une solution à ce conflit. Bon. Donc, tant et si bien que pour la Russie, aujourd'hui, il y a un enjeu de garder les canaux ouverts avec tout le monde, et c'est pour ça aussi, je pense, que les Russes ne prennent pas parti pour l'un ou contre l'autre, mais essaient de conserver cette équidistance malgré évidemment toutes les horreurs qu'on a pu voir et tout le déferlement, j'allais dire, d'émotions. Alors, troisième point dans cette analyse, j'allais dire, ce que la Russie pourrait attendre ou espérer, escompter comme dividende d'ordre géopolitique. Alors, tout d'abord, je pense que la Russie, contrairement à ce qu'on a pu lire, parfois en Occident, n'a pas intérêt à l'escalade du conflit. Euh, Parce que s'il y avait une escalade du conflit avec la Turquie qui s'en mêle, ça j'y viendrai, le Hezbollah qui pourrait s'en mêler avec une activation donc du front du côté du Liban, en réalité ça fragiliserait les positions de la Russie en Syrie puisque le Hamas devrait probablement rappeler des troupes qui sont aujourd'hui en Syrie pour aller évidemment se battre contre l'armée israélienne. Et ça, la Russie aurait du mal à gérer cette situation. Elle aurait, à mon avis, des difficultés à projeter des moyens au Levant pour éventuellement stabiliser une escalade, et en tout cas une situation qui dégénère du côté de la Syrie, avec peut-être des acteurs qui essaieraient d'exploiter hein, cette situation, les Turcs ou d'autres. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a plus de choses à perdre qu'à gagner ce contexte-là. En revanche, il y a par incidence, dans une certaine mesure, évidemment, des éléments qui pourraient faire le jeu de la Russie. J'en vois plusieurs. Tout d'abord, le raid du Hamas et ses conséquences ont contribué, de fait, à l'attrition supplémentaire de l'intérêt du sujet Ukraine auprès des opinions occidentales, opinions publiques occidentales d'une manière générale, mais même aux États-Unis, en Europe, etc., ailleurs, puisqu'on ne parle pratiquement que de ça depuis samedi. Et c'est j'allais dire, un épisode supplémentaire dans le contexte général de fatigue que l'on décrit un petit peu ici depuis quelque temps à l'égard du sujet Ukraine, comme le montrent certaines enquêtes d'opinion réalisées aux États-Unis ou ailleurs. Donc, premier élément, un effet d'attrition supplémentaire sur l'intérêt général porté à l'égard de l'Ukraine. Deuxième élément, c'est aux États-Unis, dans le contexte que là aussi je vous présente régulièrement, le fait que les républicains se sont déjà saisis du dossier pour exiger de l'administration démocrate une réponse très ferme à l'égard de l'Iran, qui est fortement suspecté, à tort ou à raison, d'avoir contribué de près ou de loin à ces attaques du Hamas. Et donc, une fois de plus, ça va détourner un peu plus de l'agenda interne, j'allais dire aux États-Unis, de négociations autour du budget, etc. Le sujet Ukraine qui se retrouve un petit peu mis sur la touche temporairement, mais mis sur la touche quand même, par ces événements dramatiques au Proche-Orient. Il y a évidemment ensuite, qu'on regarde tout ça, une problématique de stock de munitions, puisque les Américains ont débloqué dans l'urgence des stocks de munitions pour Israël, ont expliqué que ils soutiendraient Israël évidemment, enfin quoi qu'il en coûte. Hein. Ils ont déployé un groupe aéroporté au large aéronaval, excusez-moi, au large d'Israël. Alors quand vous voyez ce que ça coûte de déployer par heure un porte-avions avec tout son groupe d'accompagnement, évidemment, c'est des frais supplémentaires à engager. Enfin bref, là aussi, il y a, à mon avis, des arbitrages, des décisions, des arbitrages qui sont probablement plutôt défavorables à l'Ukraine. Et puis surtout que, comme on l'a vu, depuis l'engagement des représailles israéliennes sur Gaza, il y a évidemment ce à quoi il fallait s'attendre, le déluge de feu israélien sur Gaza. Et là, il y aura une perception, me semble-t-il, notamment de la part des opinions publiques de la région, d'une forme de double standard à l'égard de l'interprétation de l'usage de la force que l'on fait en Occident. Autrement dit, une espèce de silence gêné ou en tout cas de sidération, de choc, mais avec de la compréhension qui ne sera pas forcément compris de la même manière par les opinions à travers la région et que par conséquent, cela va
consolider la position de retrait de certains gouvernements au Moyen-Orient à l'égard du conflit en Ukraine. Hein. Donc on sait que certain nombre de pays au Moyen-Orient ont évidemment conservé une distance à l'égard de ce qui se passe en Ukraine. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, à mon avis, va les conforter dans cette distanciation. Et quatrième élément, on a vu ressurgir des tensions entre les Turcs et les Israéliens. Là, depuis les 48 dernières heures, dira-t-on, Monsieur Erdogan, avec qui Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone, a eu des mots très très durs à l'égard d'Israël. Hein. Il a expliqué que l'État hébreu ne se comportait pas comme un État, hein, je cite Erdogan. Il a dénoncé le massacre d'innocents à Gaza, je cite encore Erdogan, et montré des cartes pour expliquer la colonisation, etc., en conférence de presse. Donc, posture quand même très très offensive. Or, on avait assisté depuis quelques mois, quelques années maintenant à un pénible rapprochement entre Israël et la Turquie, avec des échanges d'ambassadeurs qui se sont déroulés il n'y a même pas un an, après 4 ans d'absence de relations diplomatiques officiellement, hein, sans ambassadeur. Et ce rapprochement s'était largement réalisé à cause du contexte en Méditerranée orientale, le potentiel de coopération bilatérale sur le gaz, hein, puisqu'Israël doit exporter du gaz, la Turquie est un hub, bon, il y avait des possibilités de coopération mutuellement bénéfiques, et le rejet à la fois en Israël et en Turquie de Bachar el-Assad et le contexte syrien où là il y a aussi une forme d'alignement. Et évidemment, ces deux dossiers n'étaient pas forcément à l'avantage de la Russie. Alors, ce qui se passe à Gaza est-il de nature à remettre en question ce rapprochement? On verra, mais je relève qu'en 2010, les relations entre les deux pays, justement, s'étaient considérablement détériorées à cause de Gaza. Hein. Souvenez-vous l'épisode du Mavi Marmara. Mavi Marmara, un navire affrété par une ONG turque en 2010, qui a tenté de forcer le blocus sur Gaza pour venir en aide aux Gazaouis, et qui a été arraisonné de force. Il y a eu des morts par les forces israéliennes, ce qui a ouvert une période de crise très grave entre les deux pays, avec brouille diplomatique, renvoi des ambassadeurs, et de fait, interruption des relations formelles entre deux des principaux alliés américains dans la région. Donc ça, évidemment, il faudra voir dans quelle mesure ça va se poursuivre ou pas. En tout cas, voilà, au bilan, on peut dire que la position russe, à mon sens, est faussement ambivalente. Évidemment, cette retenue laisse entendre qu'il y a peut-être une forme de complaisance, de compréhension, etc. Mais en réalité, elle est adossée à des considérations d'ordre géopolitique très profondes qui relèvent, me semble-t-il, d'une forme de continuité quand même dans la diplomatie russe à l'égard de ce dossier-là. En tout cas, la Russie n'a rien à attendre, en tout cas rien à gagner à ce que la situation s'envenime pour les raisons que j'ai évoquées, et elle n'a pas non plus intérêt à ce qu'Israël change de posture vis-à-vis de l'Ukraine et se mette à livrer des armes. Et donc là aussi, il y a une sorte de forme d'équilibre mine de rien, à conserver. Trois brèves nouvelles sur le reste, j'allais dire, de l'actualité en lien avec le conflit en Ukraine. Il y avait une réunion hier au format dit de Rammstein, dont je vous ai déjà parlé, donc je ne réintroduis pas, à laquelle a pris part de manière, j'allais dire, quasi surprise le président Zelensky, hein, qui était donc aux côtés du ministre américain de la Défense Lloyd Austin, du nouveau chef d'état-major américain Charles Brown et de M. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, pour donc discuter du format d'aide à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réunion? Les Américains ont annoncé un énième paquet d'aide à l'Ukraine, 200 millions de dollars. C'est l'enveloppe la plus basse que j'ai constatée, enfin qu'on constate depuis tous ces paquets d'aide militaire. Le Danemark donnera des F-16 à l'Ukraine début 2024. La Belgique a pris des engagements similaires pour 2025. La Grande-Bretagne donne un paquet d'aide de l'ordre de 115 millions d'euros. La Norvège, pareil, environ 20 millions d'euros, mais pour du déminage. Et la Finlande va donner un 19e paquet d'aide à l'Ukraine de l'ordre de 95 millions d'euros. Du côté des F-16, les choses ont un petit peu évolué, puisque avant de se rendre à cette réunion de Ramstein, M. Zelensky a fait une visite en Roumanie, à l'occasion de laquelle il a été annoncé que ce serait la Roumanie qui abriterait le centre de formation des pilotes ukrainiens pour les F-16. Alors, M. Zelensky devait s'exprimer devant le Parlement roumain. Finalement, ça n'a pas eu lieu, puisqu'il a été déprogrammé, entre guillemets, à la demande de partis roumains qui ne voulaient pas l'entendre, enfin le laisser s'exprimer. Donc, il n'a pas pu s'exprimer, mais néanmoins, il y a eu cette nouvelle qui est apparue sur les F-16. Voilà, j'en reste là. Merci, Président.
Merci de cette actualité très dense et très bien expliquée, je pense. Alors, il y a beaucoup de questions dans toutes sortes de domaines. La première question, c'est est-ce que la Russie considère ou le Hamas comme une organisation terroriste? Alors, il faudrait que je regarde si concrètement il me semble que oui, mais ça n'empêche pas que, indépendamment du fait qu'elle soit considérée par les autorités russes comme un mouvement terroriste, le Hamas soit reçu à Moscou. On a vu des choses similaires se passer, par exemple, avec les frères musulmans, que la Russie considère comme une organisation terroriste et qui ont été reçus à Moscou officiellement par Lavrov, etc., en 2013, enfin pendant la parenthèse où ils ont eu le pouvoir au Caire d'être renversés, hein, par le putsch, et même un petit peu avant. Euh, il en va de même avec d'autres mouvements qui peuvent être considérés comme les talibans considérés comme terroristes que la Russie a reçus officiellement à Moscou. Bon, ça l'empêche pas, disons, ça ne l'empêche pas de parler avec ces gens-là et de les recevoir officiellement devant les caméras. Par ailleurs, on a senti ici, dans l'opinion, un certain malaise sur le fait il y a quand même énormément de binationaux russo-israéliens. D'ordinaire, le gouvernement russe semble avoir une grande attention pour les populations russophones dans les pays étrangers. Là, ça ne me semble pas être le cas. Est-ce que c'est un sujet qui peut surgir? Est-ce que ça semble pas un petit peu anormal? Bah, l'attention aux populations russophones à l'étranger, c'est surtout dans l'espace post-soviétique, hein, qu'il est particulièrement scruté depuis Moscou et où c'est un très gros sujet. Là, on est en dehors de l'espace post-soviétique. Les mauvaises langues diront quelque part, Israël, de fait, est devenu un petit peu un élément de l'espace post-soviétique, vu le fait qu'il y ait quoi, plus pratiquement 1,5 million de russophones en Israël, sur une population de quoi, de 8 millions, je crois, d'habitants, ou 7 millions, des choses comme ça. Bon, sauf que dans ces russophones, il y a des Biélorusses, il y a des Ukrainiens, il y a des Russes, mais le premier contingent sont les Russes, le deuxième de mémoire sont les Ukrainiens, et puis après, il y a les autres. Euh, donc, je pense que c'est un vrai sujet. Une fois de plus, comme je l'ai indiqué, sur place, l'ambassade de Russie me paraît très active et semble déjà faire ce qu'elle peut pour essayer de savoir à quoi s'en tenir quant aux disparus, aux tués, aux blessés, aux otages. Et ensuite, savoir qui souhaite être rapatrié et manifestement, même si cela peut paraître saugrenu ou étrange compte tenu du contexte qui est quand même très spécial, il y a des gens qui souhaitent revenir en Russie. La question, c'est est-ce que ce sont ces relocalisés qui vont prendre le risque de revenir? Quand je dis prendre le risque, parce que certains estiment à tort ou à raison qu'ils peuvent être mobilisés, qu'ils sont mobilisables. Bon, ça, après, chacun jugera, évidemment, hein. Ceux-là, probablement, peut-être qu'ils vont rester, mais d'autres souhaitent manifestement revenir. Mais évidemment, on parle pour l'instant, par rapport aux chiffres que j'ai vus, de quelques centaines de personnes. Évidemment, c'est une portion très, très infime par rapport aux centaines de milliers de binationaux. Alors, une question qui est liée aussi à une de tes interventions. Est-ce que la volonté de Washington de lier l'aide militaire à Israël, qu'est-ce qui m'a enlevé la fin là? Celle allouée à Kiev s'explique-t-elle uniquement par la politique intérieure américaine? Alors, c'était une option qui a été manifestement considérée ce week-end. Alors, évidemment, on parle d'une période de temps qui est très, très compacte, hein, puisque ça a lieu samedi. Enfin, ces attaques ont eu lieu samedi. On est jeudi. Il y a eu beaucoup de discussions depuis, mais effectivement, il semblerait que pendant un temps, il est considéré d'essayer d'agréger dans l'optique du budget 2024, qui, je rappelle aujourd'hui, n'est toujours pas tranché. Les Américains, enfin le Congrès américain, a jusqu'au 17 novembre pour trouver un compromis sur ce budget. Pour l'instant, il y a une rustine qui a été trouvée avec un budget temporaire de 45 jours. Donc il y avait l'idée que toute cette aide militaire à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan soit fusionnée sur une seule et même enveloppe quelque part. Mais de ce que j'ai lu, alors là, une fois de plus, c'est très récent et la périodicité, enfin la temporalité fait qu'on est pratiquement sur du heure par heure. Apparemment, c'est une option qui ne serait plus à l'ordre du jour aujourd'hui, en tout cas qui ne serait pas considérée comme souhaitable. Dernière question avant qu'on passe la parole à Arnaud pour les questions plus intérieures, politiques et économiques. Ça concerne la Turquie. Est-ce que le drone turc abattu par l'armée américaine en Syrie et la sortie d'Erdogan contre le porte-avions américain en Méditerranée orientale laissait espérer à Moscou un rapprochement avec Ankara?
Bah, en tout cas, ces événements. Alors, le drone, ça date, hein. Le drone, c'est d'il y a 10 jours, hein, de mémoire, hein. Je peux me tromper, à plus ou moins 3 jours, hein. Par contre, la sortie sur le porte-avions, ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a évidemment toujours un risque de situation qui dégénère et de conflit qui devient de local passe à régional. Et la Turquie, là-dessus, était vraiment très très active parce qu'il y a les sorties de M. Erdogan. Imaginons que demain, ils leur prennent l'idée de vouloir renvoyer une flottille humanitaire pour venir en aide aux Gazaouis. Vous voyez, enfin, on peut tout de suite être sur des scénarios quand même très très graves. Et là, évidemment, on passe sur un conflit, ou en tout cas un potentiel de conflictualité à échelle régionale. Et une fois encore, je maintiens que les Russes n'ont rien à y gagner et qu'ils vont essayer de plutôt jouer la désescalade là-dessus. Donc, pour moi, c'est ma première interprétation. Après, pour le reste, je ne sais pas. Je pense que l'épisode du drone, c'était quand même très spécifique. C'est lié à un autre contexte, à celui des affrontements dans le nord de la Syrie qui se sont déroulés une bonne partie de l'été, enfin juillet-août, dans lequel, en gros, les Turcs ont essayé de pousser leurs pions avec leur faction pro-turque dans le nord de la Syrie, au détriment des Kurdes soutenus par les Américains. Et à un moment donné, évidemment, les deux proxys s'affrontaient, mais les deux parrains qui soutiennent les proxys ont fini aussi par se rentrer dedans. Donc pour l'instant, on en est resté là. Mais ce qui se passe à Gaza est de nature, évidemment, une fois de plus, à montrer les limites de ce partenariat entre Turcs et Américains. Ils ne sont pas sur la même position. Merci beaucoup. Arnaud, tu as quelques minutes? C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai moi aussi quelques nouvelles d'ordre économique et politique à vous communiquer, un peu moins tragiques que celles partagées par Igor, Dieu merci. S'agissant d'économie, le Fonds monétaire international qui a une nouvelle fois revu sa prévision de croissance pour 2023 et une nouvelle fois à la hausse. Désormais, il table sur plus 2,2% de croissance cette année. C'est assez proche des évaluations des autorités russes. Je rappelle que très récemment, Vladimir Poutine avait évoqué une fourchette de 2,8-3% pour cette année. En tout cas, on sera vraisemblablement autour de 2,5% de croissance en Russie. Vladimir Poutine, toujours, qui a signé hier soir un décret non public, qui n'a pas vocation à être rendu public, qui rend obligatoire le rapatriement et la vente de devises pour certaines entreprises exportatrices. On évoque 43 catégories d'entreprises exportatrices. J'avais évoqué il y a quelques semaines un débat sur le rouble et plus précisément sur les moyens de le stabiliser, un débat qui n'était pas clos. La hausse du taux directeur de la Banque centrale le 12 août n'avait pas réglé le problème de façon assez prévisible. Vladimir Poutine était revenu à la charge en septembre en soulignant que c'était un sujet important, qu'il fallait dire ça à ses ministres, que les ministres ne pouvaient pas l'ignorer. Eh bien, on a cette décision dont les contours sont pas très clairs, mais qui va aboutir à un renforcement sans doute plus pérenne et plus prévisible du rouble. On le voit déjà, hein, renforcement de l'ordre de 3 à 4%. Aujourd'hui, le dollar est à 97, l'euro à 103, alors qu'il était monté à 107 il y a quelques jours. Si l'on analyse ça du point de vue du rapport de force interne, c'est assez clairement une victoire de M. Reshkin, le conseiller économique du président, voire de M. Belousov, vice-premier ministre, qui de longue date se prononçait en faveur de mesures coercitives ou semi-coercitives. À l'inverse, Madame Nabioulina, présidente de la Banque centrale, bien qu'elle a euh, end- oui, endossé et approuvé la décision d'hier, de toute façon pas vraiment le choix, elle apparaît quelque peu affaiblie par ce dossier du rouble. Politique intérieure maintenant, un autre sujet que l'on avait évoqué lors de précédents briefings et qui continue d'agiter les cercles de pouvoir à Moscou. Igor l'a évoqué brièvement, c'est celui des relocalisés, relocant en russe, avec deux approches finalement à Moscou, ceux qui cherchent à encourager leur retour au nom le plus souvent de considérations économiques, et à l'inverse, une approche plus dure qui présente ces gens-là comme des déserteurs, des traîtres en puissance, qui, à minima, devraient faire amende honorable s'ils envisageaient de rentrer en Russie. Alors, il y a deux cas qui, ces derniers jours,
ramène ce sujet sur la table. Il y a eu en septembre un blogueur, Dani Milokhin, qui avait quitté la Russie pour les États-Unis l'année dernière, qui apparemment avait eu quelques soucis financiers et qui a produit une vidéo, qui a publié une vidéo tournée sur la place Rouge à la mi-septembre, manifestant donc son retour. Et ça a été mal pris par la mouvance Z, entre guillemets, qui avait relevé qu'entre-temps, il avait chanté publiquement l'hymne ukrainien, etc., etc. Et il y a eu de fortes pressions, des prises de position, notamment de Madame Mizoulina, fille, et le blogueur en question a pris la décision de quitter une nouvelle fois la Russie. Et puis il y a dans un autre registre, M. Friedman, qui est l'un des grands oligarques historiques russes, actionnaire historiquement de TNK, d'Alpha Bank, qui avait cédé l'essentiel de ses actifs en Russie. En tout cas, il était très clairement, depuis des années, et singulièrement depuis le 24 février 2022, dans une logique de sortie du pays. D'abord, il s'est installé à Londres. Et puis ça s'est pas très bien passé. On a appris que les autorités britanniques, bien que M. Friedman se soit prononcé contre l'intervention militaire, eh bien, il était brimé. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présentait. Il y avait des restrictions de retrait de cash, il ne pouvait pas utiliser. Il disait qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer sa domesticité. Ensuite, il est allé en Israël, et puis il y a des problèmes que l'on connaît. Donc aujourd'hui, il rentre en Russie, et là aussi, ça fait débat. Ça fait débat parce que Friedman, si je devais faire un raccourci, est considéré comme le moins patriote, entre guillemets, et c'est un euphémisme des grands oligarques russes. À tel point que certains responsables politiques, comme M. Rogozin, dont on a parlé récemment, qui est devenu sénateur au titre de la région de Zaporogie, eh bien, a très officiellement saisi le parquet général pour savoir si M. Friedman, à travers la cession de certains de ses actifs, n'aurait pas financé l'armée ukrainienne, ce qui serait constitutif évidemment du crime de haute trahison. Donc ce débat sur les relocalisés très connus ou moins connus, ou tout à fait inconnus, il est toujours central. Et on voit deux lignes, l'une incarnée par Volodine, président de la Douma, et Medvedev, numéro 2 du Conseil de sécurité. Sommairement, ce sont des traîtres ou des gens au minimum égarés et pas forcément récupérables. Et puis, il y a des gens à l'administration présidentielle, sans doute au gouvernement, et M. Peskov incarne aussi cette ligne-là. Il explique que l'intérêt de la Russie, c'est de faire rentrer ces gens-là. Vladimir Poutine est sur une position un peu intermédiaire. À Valda, il a parlé surtout des 160, 170 personnalités du monde des arts très connues qui avaient quitté la Russie. Pour ces personnes-là, c'est plus difficile évidemment de rentrer discrètement et de faire amende honorable. Il ne s'est pas vraiment exprimé sur les autres, donc il y a toujours cette ambiguïté du chef de l'État qui rend possible finalement cette palette d'opinions très divergentes. Deuxième sujet, là encore récurrent, M. Kadyrov, dont j'avais expliqué la semaine dernière qu'il était l'un des rares à avoir critiqué le nouveau manuel d'histoire pour les terminales en Russie. Il avait notamment critiqué le traitement ce qu'on appelle dans l'historiographie les peuples punis, donc les Tchétchènes, qui, je le rappelle, avaient été déportés en février 1944. Eh bien, hier soir, il est allé plus loin. Il a qualifié Staline de traître, publiquement, à Grozny, sur le même sujet, en expliquant que les traîtres, ce n'était pas le peuple tchétchène en 1944, mais Staline. Alors évidemment, ça sort de l'ordinaire, ce n'est pas courant qu'un responsable politique de premier plan en Russie dise des choses aussi crûment et dans ce sens-là, dans un contexte non pas de restalinisation, mais on voit bien que depuis des années, Staline, à défaut de redevenir fréquentable, en tout cas on l'évoque et on l'évoque en des termes de moins en moins négatifs dans l'espace public russe. Et là, Kadyrov met les pieds dans le plat et va se mettre à dos finalement une autre faction de l'entourage de Poutine, les ultra-patriotes russes, qui souvent voient en Staline l'homme qui a conduit l'URSS à la victoire. Donc ce n'est pas anodin ce genre de faille, ce genre de divergence, de dissension au cœur même du pouvoir russe.
Il y a enfin Monsieur Orlov, responsable historique de Mémorial, l'ONG interdite en Russie, qui a été jugé une nouvelle fois hier, poursuivi pour discréditation répétée des forces armées de Russie. Mémorial s'attendait à une condamnation, en tout cas n'excluait pas une peine de prison. Finalement, Monsieur Orlov devra s'acquitter de 150 000 roubles, c'est moins que ce que le procureur avait demandé, il avait demandé 250 000. Donc une condamnation, certes, mais la situation est moins dramatique qu'on pouvait le craindre, cette fois-ci en tout cas pour Monsieur Orlov. Alors, quels sont pour terminer, une personnalité à suivre et un chiffre de la semaine? La personnalité à suivre, c'est Tikhon, l'ex-métropolite de Pskov, ex-supérieur du monastère Sretensky, qui est juste à côté de la Chambre de commerce. Tikhon, réputé proche de Vladimir Poutine, et de nombreux membres de son entourage proche, ceux qu'on appelle parfois les tchéquistes orthodoxes. Eh bien, Tikhon, hier, a été nommé à la tête du diocèse de Crimée. C'est une décision évidemment importante, significative d'un point de vue symbolique et politique, et beaucoup estiment qu'il s'agit là de la dernière étape avant le poste de patriarche de toutes les Russies. Le chiffre de la semaine, 3 millions, plus exactement moins 3 millions de personnes. C'est la projection de diminution de la population faite par Rostat à l'horizon 2030. Je rappelle qu'au 1er janvier 2023, selon Rostat, la Russie, Crimée comprise, comptait 146 millions, enfin 146 et 400 000. Eh bien, à l'horizon 2030, il n'en resterait que 143 et quelques, donc moins 3 millions. Ces projections ne tiennent pas compte de ce que les autorités russes qualifient de nouvelles régions, c'est-à-dire les régions annexées l'année dernière, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporogié, où, selon des estimations, résideraient un peu plus de 3 millions de personnes, donc peut-être que ça compenserait, entre guillemets, la perte attendue sur le reste. En tout cas, une chose est sûre, la démographie russe, qui avait rebondi pour des raisons à la fois de volontarisme on s'en souvient, il y a une quinzaine d'années, le capital maternel, des incitations assez fortes à la natalité, et puis surtout l'effet mécanique de l'arrivée à l'âge de procréation d'une génération nombreuse, une génération des années 80. Eh bien, ces deux effets-là ont cessé. Et dans l'autre sens, il y a eu évidemment le Covid et les effets du conflit en Ukraine, les pertes directes et évidemment l'émigration. Donc une situation démographique qui, on le sait, était un dossier prioritaire pour Poutine, le reste, et qui aujourd'hui, et pour quelques années encore au minimum, va être problématique. À partir de 2030, il va de nouveau y avoir une génération assez nombreuse qui va arriver en âge de procréer, mais voilà, il y a, dans les 5 années qui viennent, au minimum, un réel problème. Oui, merci, c'était aussi très riche et important. On va bientôt finir parce qu'on a déjà beaucoup dépassé notre temps, mais trois questions. Qu'est-ce que disait Poutine des personnalités artistiques en exil? Alors, on va retrouver le phrasé précis, mais bon, c'était très critique. Il parlait des personnalités des arts qui s'étaient exprimées contre la politique russe depuis l'étranger, et en substance que ce serait compliqué pour elles, qu'elles n'étaient pas vraiment les bienvenues. Mais son propos portait spécifiquement sur ces gens-là, connus, qui ont une surface sociale et médiatique, et qui s'étaient exprimés contre la politique de l'État russe. Pougatcheva et compagnie. Kadyrov aussi, alors, outre cette sortie sur Staline, il s'est aussi prononcé très positivement pour le soutien du Hamas. Est-ce que ça a un écho en Russie? Bon, Igor, oui, ça fait partie des écarts de langage, si j'ose dire. En tout cas, par rapport au langage officiel russe, effectivement, alors je laisserai Igor retrouver peut-être le phrasé exact, mais il y a un décalage évident entre la prudence du MID du Kremlin et le propos, encore une fois, très direct de Kadyrov. C'est d'autant plus intéressant que ces dernières années, Kadyrov
en alternance avec le président du Tatarstan, a souvent été délégué au Moyen-Orient pour divers dossiers politiques et économiques, en Libye, mais pas seulement, aux Émirats arabes, etc., etc. Donc, cela illustre, d'une part, la liberté de parole dont jouit Kadyrov. Je ne suis pas certain qu'il ait demandé l'autorisation du Kremlin pour s'exprimer de la sorte, que ça révèle un grand jeu, une grande stratégie. Est-ce que ça peut mettre en porte-à-faux Poutine, ou est-ce que ça peut aider à calmer une opinion publique musulmane en Russie qui n'est pas vent debout, hein, mais il n'y a pas une manifestation pro-Palestine. D'ailleurs, il y a peu de manifestations en Russie de façon générale. Mais non, ce qui est plus important de ce point de vue-là, c'est ce qu'a dit hier Poutine lors de la session plénière de la semaine énergétique. Il a eu une phrase plutôt bien calibrée, où il essaie de concilier finalement la prudence et la compassion aussi avec les Palestiniens. Et il a expliqué que pour tout musulman, ce qui se passait en Palestine était l'incarnation de l'injustice et que dans le cœur de chaque musulman, etc., etc. Donc, il en a parlé hier de façon assez significative et plutôt habile. Mais voilà. Mais Kadyrov, effectivement, fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Parle beaucoup. Bah, pour compléter, oui, Poutine a parlé de nos amis palestiniens, et c'est le terme nos amis, alors que juste avant, dans la même phrase, il parlait des Israéliens en termes beaucoup plus neutres et froids. Sur Kadyrov, oui, alors cette sortie de piste, je pense qu'on peut considérer comme une sortie de piste, ou en tout cas une sortie tout court, elle est à relier à d'autres qu'il a pu faire par le passé sur des thèmes un petit peu similaires. Il s'était exprimé aussi de manière complètement divergente par rapport à la position officielle russe sur le dossier des Ouïghours, donc en Chine, sur le dossier de la Birmanie, là aussi, où il y avait eu des positions très tranchées et qui ne correspondaient pas à la position officielle de la Russie. Bon, quand on regarde ce qui s'est passé sur les deux dossiers, ce n'est pas allé plus loin, ça n'a pas spécialement dérapé dans un sens ou dans l'autre, donc on peut imaginer que ce sera à peu près la même chose sur ce dossier-là. Il a également fait la proposition que proposer, suggérer que des forces tchétchènes puissent être envoyées en interposition entre Tsahal et le Hamas. Bon, ça peut paraître fantasque, mais les derniers éléments d'ambiance par rapport à ce que expliquait Arnaud auparavant sur les manifestations pro-palestiniennes qui n'existent pas en Russie, quand vous êtes devant l'ambassade d'Israël à Moscou, vous trouvez plein de gerbes de fleurs. Quand vous êtes devant l'ambassade de Palestine à Moscou, il n'y a pas de gerbes de fleurs. Donc il y a une compassion qui, spontanément, semble se manifester quand même plus du côté des Israéliens, en tout cas de la partie israélienne, mais en face de l'ambassade de Palestine, on ne trouve pas de fleurs, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions que ce qui a été déposé depuis samedi par les gens en face de l'ambassade d'Israël. Merci, c'est un signe intéressant. Alors, on va finir avec une question qui n'a rien à voir. Il y a eu un événement qui est un peu passé inaperçu en second plan du fait de l'actualité, avec des événements aussi importants que le conflit israélo-palestinien ou l'invasion des punaises de lit en France. C'est l'explosion ou l'endommagement du gazoduc Finlande-Estonie. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on a une idée qui veut répondre? Style passé, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que effectivement, ce tube a été endommagé. Apparemment, les autorités, donc il y a une enquête qui a été faite par les autorités finlandaises qui parle d'une action extérieure, mais pas forcément d'explosion de bombes. Euh, alors évidemment, on pense tous à et les Finlandais ils pensent aussi à une possible mesure de rétorsion russe à la suite de l'explosion des Nord Stream. Je rappelle quand même, parce que on s'habitue à tout, y compris à des événements extraordinaires. Or, il s'agissait bien d'un événement extraordinaire que, à la suite d'explosions et de sabotage, la Russie a perdu l'accès à l'un de ses principaux marchés d'exportation. Donc là, il s'agissait d'une perte stratégique. Or, la Russie n'a pas répondu pour l'instant, de façon spécifique. Alors, il est probable que la Russie ait pris le temps d'analyser la situation, de comprendre qui avait fait quoi. Est-ce que c'était les Ukrainiens? Est-ce que c'était les Britanniques ou d'autres? Ce qui est très surprenant, c'est que pour l'instant, il ne se soit rien passé. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une première réponse ou est-ce qu'il s'agit d'un mouvement sismique dans le golfe de Finlande? On verra. Euh, c'est en tout cas ajouté à l'ensemble des crises que l'on a évoquées. Évidemment, c'est
Ce serait assez fâcheux. Je rappelle et je signale que l'OTAN s'est déclarée prête à se saisir du dossier, puisque la Finlande a très officiellement intégré l'Alliance cet été. Donc il s'agit désormais, vu de Bruxelles, d'un sujet de sécurité collective. Deux éléments pour compléter, cet endroit où s'est produit cette sabotage, accident, on ne sait pas encore ce que c'est un endroit qui est encore probablement moins profond, moins de profondeur que là où a eu lieu l'explosion du Nord Stream 1 et 2 il y a un an. Et c'est un endroit qui est encore plus étroit, encore plus fréquenté par la navigation civile, marchande, militaire, ce que vous voulez. Donc on a du mal à imaginer qu'il y ait une action qui soit passée inaperçue, si jamais ça va être une action je dirais, ostensible, hostile. Moi, ce que j'ai lu, c'est que pour l'instant, il y a une piste qui semble relativement privilégiée, qui est celle de l'accident, dans la mesure où ça aurait pu être une chaîne d'un ancre de bateau qui aurait raclé, en fait, par inadvertance ou pas d'ailleurs, l'endroit où se trouvaient ces tuyaux. Bon, après, je suis pas, j'en sais pas plus, mais c'est quelque chose que j'ai vu et qui circule. Oui, ce serait dommage qu'une chaîne de bateaux, par inadvertance, déclenche un conflit mondial. Bien, merci à tous de votre attention. Merci surtout à nos deux intervenants qui ont été particulièrement brillants, profonds et informés aujourd'hui. Fin de ce 172e briefing et on se retrouve jeudi prochain. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.